Le racisme est la gangrène des démocraties modernes. Racisme anti-vieux, antisémite, anti-islam, anti-tout. Mais il est un racisme plus larvé qui concerne souvent des petites franges de la population de certains pays. Pour exemple, nous nous sommes rendus dans les Pyrénées françaises, où les ours sont considérés comme des parias sous prétexte qu'ils sont quelquefois brusques et pâteaux. Souvent montrés du doigt, ils éprouvent les pires difficultés à mener une vie normale et ne parviennent jamais à s'intégrer vraiment dans la société. Gruik est un ours comme les autres. Il est arrivé dans les Pyrénées en 1996, seul, arraché à sa terre natale, les Carpates. Depuis, il bataille pour survivre dans un univers hostile où beaucoup lui mettent des bâtons dans les roues. Gruik, timide et taciturne, n'a jamais voulu se plaindre de ses conditions de vie. Et pourtant, un soir, il a accepté pour nous de se rendre au Disco d'Ahu, une boîte de nuit branchée située au pied des pistes d'une station de ski. Car Gruik, il faut le savoir, éprouve les pires difficultés à pénétrer dans ce genre d'établissement. Va-t-il pouvoir y entrer sans le moindre souci, ou y aura-t-il, comme cela se fait souvent, un délit de sale gueule? Nous avons suivi Gruik muni d'une caméra cachée. Le reste est éloquent. Bonsoir monsieur, je suis désolé mais on vous connaît pas. Vous pouvez pas rester là, c'est une soirée privée, en plus vous n'êtes pas accompagné. Mettez-vous sur le côté s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, allez-y, bonsoir. Vous pouvez pas rester là, en plus vous avez vu comment vous êtes mal rasé? Allez, faut pas rester là monsieur, allez. Faut pas rester là monsieur. Allez, au revoir. Devant cette fin de non-recevoir, nous avons contacté le directeur du dancing incriminé pour lui demander quelques explications. Oh, écoutez, je les connais ceux-là. Ils sont comme les gitans, une fois bourrés, ils veulent manger toute la clientèle. Donc... C'est également dans le domaine du travail que Gruik est considéré comme un véritable pestiféré. Nous avons envoyé 2 types de CV à des entreprises qui recherchaient un analyste programmeur. L'un au nom de Gérard Monnier et l'autre au nom de Gruik. Les réponses sont édifiantes, d'un côté des centaines d'offres d'embauche, de l'autre des refus sans aucune justification crédible. Une injustice flagrante qui a poussé Gruik à engager un avocat, Maître Vulbert. Ce combat, c'est celui de toute une génération sacrifiée sur l'autel du délit de faciès velu et de truffes humides. Si on ne fait rien aujourd'hui pour Gruik, demain, des millions de personnes différentes viendront payer les pots cassés de miel. Alors oui, je le dis haut et fort, nous sommes tous des ours. Ce cri de Maître Vulbert n'est pas resté sans écho, puisque ce ne sont pas moins de 60 intellectuels qui lui ont emboîté le pas à travers une pétition. On notera la présence très remarquée d'Emmanuel Chin, qui fera à l'occasion son coming out en avouant « Mon grand-père était un ours ». Le procès sera long, très long. Maître Vulbert, lors de sa plaidoirie, insistera sur la jeunesse difficile de Gruik. Un père trop porté sur le saumon, une mère qui est partie avec Jean-Jacques Hano. Bref, Gruik devra très rapidement faire face tout seul à des millions d'abeilles qui défendent leur ruche bec et ongles. Pour lui, à cette époque, une seule solution, l'immigration. Parti des Carpates vers les Pyrénées en autostop, il sera maintes fois violé par des routiers, avant finalement d'être recueilli par la SPA de Font-Romeu. Alors qu'il croit enfin pouvoir vivre heureux, une nouvelle désillusion l'attend. Il digère très mal les croquettes. Les employés de la SPA ne supportent plus de nettoyer sa cage. Un jour, comme le petit pousset, ils le perdent dans les bois. Autant d'arguments qui vont émouvoir les jurés. Le verdict tombe, les entreprises devront verser à Gruik 2 millions de fraises des bois. Bon, je suis ravi pour mon client, mais bon, il va me payer avec quoi Et les ours, on les connaît, Avec le pognon, ils sont quand même un petit peu... Un heureux dénouement qui sera entendu par le législateur, très attentif au déroulement de cette affaire. Prenant les devants, il vient de promulguer une loi obligeant toutes les boîtes de nuit à accepter les ours et les entreprises de plus de 10 salariés à embaucher au minimum un plantigrade. Pour Gruik, comme pour tous ses congénères, une nouvelle vie commence. Une vie où, comme vous et moi, ils peuvent librement se bourrer la gueule en boîte et rien foutre au bureau. Mais il y a bémol à cette happy end, c'est que de leur côté, les loups se plaignent. S'il vous plaît, vous pouvez pas rentrer, c'est une soirée privée. Je suis désolé mais on vous connaît pas. Vous pouvez pas rester là, c'est une soirée privée, en plus vous n'êtes pas accompagné. Mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. C'est pas la peine d'attendre. Vous la prochaine fois, vous revenez avec un ours. Alors que de nombreuses voix s'élèvent aux Groenland pour dénoncer les expulsions de Roms, ici à Moustion-sur-Pèbre, on est plutôt rassuré par la politique sécuritaire de notre président. C'est bien simple, moi j'osais plus sortir ma poule. Allez viens.
Depuis l'annonce du démantèlement des camps de Rome, tout le village a donc poussé un ouf de soulagement. Ouf. Et maintenant, les Pébrons osent enfin ressortir de chez eux, soulagés. C'était plus une vie. Vous vous rendez compte, vivre dans la crainte de se faire voler sa poule à chaque instant? Franchement, merci Président. Merci. Les Pébrons peuvent désormais dormir sur leurs 2 oreilles. Ah, maintenant, on n'a même plus peur quand on voit une Mercedes qui passe. Ouf. Flution-sur-Mournif, le paisible village natal des T-Rex, frissonne encore 3 jours après la nouvelle. Comment Joseph Le Berton, que tous surnommaient affectueusement Maya l'abeille, a-t-il pu commettre les exactions dont on l'accuse? Comment ce quadragénaire à la corpulence bonhomme, vêtu été comme hiver d'une originale tenue d'abeille, a-t-il pu s'adonner à de pareilles pratiques? Comment cet aide-infirmier, plébiscité par toutes les personnes à mobilité réduite du centre Pascal Duquesne, a-t-il pu se livrer à de telles activités pendant plus de 15 ans, sans l'ombre d'une plainte? Oh, Maya l'abeille, un gars bien, toujours prêt à rendre service. Toujours partant et doux et prévenant. J'ai jamais vu un infirmier pareil, bon comme du pain, gentil comme tout. Il aura fallu l'arrivée d'un nouveau directeur, Gaël Meau, pour enfin dire l'indicible. Aussitôt arrivé, j'ai fait installer un système de vidéosurveillance. Et là, j'ai découvert que Joseph Le Berton se prenait vraiment pour une abeille. Pour lui, les malades étaient des plantes. Et toute la journée, il suçait le pistil des hommes, courait dans le bâtiment et recrachait son pollen dans le stigmate des femmes. Maladie mentale, perversité condamnable, ou au contraire abnégation, don de soi, goût des autres, quoi qu'il en soit, les malades continuent de défendre leur Maya. Une perle, jamais un coup de dent. Un artiste, jamais une goutte à côté. Le cochon domestique. Le cochon domestique est un mammifère domestique omnivore. Le cochon domestique n'est plus souvent élevé qu'en batterie. Le cochon domestique tel qu'on le connaît de nos jours est un cochon qui a été imposé par un puissant syndicat agricole, laissant de côté d'autres races plus goûteuses mais moins rentables. Parfois, le cochon domestique est conservé vivant tout au long de son existence. On l'utilise alors seulement pour extraire son sperme. Sperme qui sera injecté artificiellement avec une seringue dans plusieurs femelles. Nourrie industriellement, la femelle ne bougera pas d'ici de toute sa vie, donnant naissance à une moyenne de 10 à 15 petits par an dans un enclos clos. Ces petits lui seront retirés dès leur naissance. Les petits sont gavés avec une mixture manufacturée pour les faire grossir au plus vite, mixture dont la composition chimique reste secrète. Quand un petit arrive à maturité, on l'amène à l'abattoir. Oh! Faut aller chercher du travail! Le cochon domestique est gentil, mais attention, il faut se méfier de ses sautes d'humeur. En ces jours de fin d'année, les associations de défense des animaux ont fort à faire. Après le gavage des oies et l'industrie du foie gras, c'est le boudin blanc qui est montré du doigt, notamment au Groenland où il est fabriqué selon l'usage de la présipotée. Chaque fin d'année, en effet, une vache est sodomisée une centaine de fois par jour, puis tuée afin de récupérer le précieux intestin constituant le mets préféré des Groenlandais. Groenlandais qui, dans leur ensemble, défendent férocement la tradition. Parce que vous trouvez que c'est mieux, vous, d'enculer une dinde avec des marrons?
Bonjour. En cette période de Noël, nous nous trouvons à Pichon, dans le Traloulou. Je vais vous emmener à la Croustine, rencontrer une femme de qualité et de tradition. La dernière bouse à vachère comme on faisait dans le temps. Suivez-moi. Bonjour Mangoustine. Bonjour Troupe-Duc, ça va? Ça va. Nous sommes avec Mangoustine Voucrin dans sa ferme, la Croustine à Pichon. Mangoustine a un particularisme. Elle est la dernière à fabriquer des santons avec de la bouse de vache. C'est exact. Alors je te laisse parler. Alors, je fabrique des santons comme on le faisait au IXe siècle, à l'époque de Clotaire le Vain, avec de la bouse de vache. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués dans la plus pure tradition traditionnelle. Le matin, on met les moules taillés dans des briques en terre cuite directement dans le cul des vaches. Et le soir, on démoule. Après, on fait sécher les santons de bouse dans les casseroles qui servent à faire la cuisine. Quand c'est sec, on les peint avec du sang. Et après, on les vernit avec de la sueur de bûcheron malade. Donc il n'y a rien à voir avec les affreux santons industriels vendus au supermarché. Oh bah non, ils sont en plâtre. Mais pourquoi je prendrais un animal de compagnie? J'en ai déjà un. Oh. Oh. Calme, Carnita, calme. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, calme. Chut. Couchez, couchez. Jean-Leluc Prognien est éleveur, mais pas n'importe quel éleveur. J'élève des porcs, mais pas n'importe quel porc. Des porcs de grand luxe. Ainsi, contrairement aux éleveurs industriels, Jean-Leluc n'élève pas des milliers de têtes. Oh, moi, j'en élève que 2 à la fois. Lui, c'est François, et puis lui, c'est Pinot. Et contrairement aux éleveurs industriels, Jean-Leluc ne les élève pas dans un immense hangar triste. Bah, je les élève chez moi. Il ne leur donne pas à bouffer de la merde. Je leur fais la même bouffe qu'à moi, que du bio, surveillé par des nutritionnistes. Il ne leur donne pas d'antibiotiques ou autres hormones. Un masseur par cochon et un scanner par jour. Ils ne sont pas enfermés toute la journée, sans voir le jour. J'ai un parc de 10 hectares rien que pour eux, avec un système de vidéosurveillance, de la musique classique et aussi un coach pour les entraîner. Et on y va, c'est bien. Un traitement de faveur qui fait bien sûr grimper la facture. Jusqu'ici, François m'est revenu à 300 000 € et Pinot à 350 000. Bah oui, il adore les truffes. Ce qui pose un léger problème de débouché à Jean-Luc. Bah à ce prix-là, il n'y a que les Qataris qui peuvent se les payer. Mais ils mangent pas de porc. Je sais, c'est con, mais moi je suis éleveur. Je suis pas commercial. Faites un geste pour les femmes d'ivrogne. Offrez un chien d'ivrogne. En effet, si tout le monde a entendu parler du fameux bœuf de Kobe, massé au saké et à la bière, peu de personnes connaissent le bœuf du Groland qui lui est massé à la cocaïne, une viande d'une qualité exceptionnelle et à haute teneur énergétique, puisque même après cuisson, le steak bouge encore dans l'assiette. Après avoir vécu des manques de civilité, de politesse et d'amabilité à votre égard, vous avez rêvé en secret d'aller gerber dans une mairie, de pisser contre le comptoir d'une poste ou de déposer une bonne grosse merde à la banque. Désormais, c'est possible avec le chien. Le chien, adopté depuis des décennies par les vieux, livré avec sa gouttière à vomi, son siphon à pisse et sa tubulure à merde. Le chien vous vengera de la vie. Le chien, c'est bien. Les produits bio pour le consommateur, c'est l'avenir. Oui, mais cette forme d'agriculture attire encore trop peu d'adeptes. Peut-être à cause de ses contraintes, comme nous l'explique Rodolphe Caraballona, un des rares agriculteurs bio basé à Pontivieux, le Vieux. Ah, moi, je fais surtout du poulet bio. Et avec les nouvelles directives, ça devient dur. Je sais pas si je vais continuer.
Car désormais, le poulet bio ne doit plus être abattu à la chaîne ou électrifié. Il doit aussi avoir une mort bio. Il est 19 h, Rodolphe Caraballona, après une dure journée de labeur, se change. Il a donné rendez-vous ce soir à Mathilde. Bon, c'est l'heure, ma chérie, faut y aller. Pour Rodolphe, la soirée commence par 20 minutes de voiture, direction le centre-ville et un restaurant chic, où Mathilde commence enfin à se détendre. Alcool aidant, la complicité qui déjà s'était nouée sur le lieu de travail s'affirme davantage. Après une séance de cinéma, Rodolphe entraîne Mathilde vers un petit hôtel discret. Mathilde se détend. Elle attend Rodolphe, prête à s'abandonner après une soirée si délicieuse. C'est là que Rodolphe doit agir. Profitant de ce court moment d'abandon où la viande se ramollit, où les tissus nerveux se relâchent, donnant tout son moelleux et sa saveur à son poulet bio. Rodolphe est soulagé. Mathilde n'a rien vu venir. Dès le lendemain, Mathilde sera découpée en morceaux et atterrira dans ce grand magasin au prix de 100 € le kilo. Le soir, nous retrouvons un Rodolphe sceptique, alors qu'il s'apprête à emmener Bernard à la fête foraine. Le lion. Le lion est un mammifère carnivore. Un mâle adulte se nourrit exclusivement de viande. C'est froid! C'est froid! Le lion est surnommé le roi des animaux à cause de sa crinière. Le lion peut atteindre une masse de 250 kg. Sa femelle, plus petite, atteint à peine les 150 kg. À l'inverse des autres félins, le lion vit en groupe. Le lion rugit. Contrairement aux idées reçues, le lion ne chasse pas. C'est sa femelle qui le fait à sa place, pendant que le mâle se repose. Faut le dire aux enfants, le lion c'est pas le roi. C'est un gros branleur qui pense qu'à niquer. Ouvre le coffre. Oh. Germain Ribérac est éleveur de canards dans le sud-ouest de Groenland. Ce matin, à cause de la grippe aviaire, on a abattu tous ces canards. Pour lui, c'est un véritable drame personnel. J'ai encore perdu 250 potes. Lui c'est Fergie. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer ensemble? C'était un gros déconneur. René. Il était toujours là dans les coups durs. Quand on m'a volé mon tracteur il y a 4 mois, c'est lui qui m'a consolé. Putain, c'est dur. Car Germain avait une méthode de gavage bien à lui, qui donnait un foie gras unique au monde. Le soir, on se retrouvait tous ici pour l'apéro. Putain,
Qu'est-ce qu'on a pu se marrer? Ce n'est pas avec du grain, mais avec de l'alcool fort que Germain, lui, obtenait son foie gras. Ici, tous les soirs jusqu'à pas d'heure, ça tournait au GVWC. Gin, vodka, whisky, calva. Au bout de 10 jours de GVWC intensif, pour n'importe quel canard, c'était la cirrhose assurée. Putain, qu'est-ce qu'on s'est marré. La maison est bien vide désormais, même si, au moins pour quelqu'un, c'est enfin un peu de répit. C'est bien beau de faire les cons tous les soirs, hein. Mais le vomi de canard, c'est plus grave. Ça part pas facilement. Et c'est tous les jours comme ça. Oh. Milecheux Firibi n'en revient toujours pas. Rappelons les faits. Depuis 2 ans maintenant, Milecheux était envahi par des chats errants qui faisaient leurs besoins dans la terre, fraîchement retournée de son jardin potager. Milecheux en avait assez de s'en mettre plein les doigts. Il prit alors une sage décision. Il se rendit à la mairie où on lui prêta un piège à chats errants pour les attraper et les amener à la SPA. Il suffisait d'y mettre une soucoupe remplie de lait et attendre le lendemain matin. Alors, vous avez trouvé quoi? Ben ça. Au matin, piégé dans la cage, non pas un chat ou un hérisson, mais son copain de bistrot. C'est ainsi que Milecheux apprit que Dédé, en plus de prendre des cuites, aimait aussi boire du lait. La honte. Et en plus, j'ai appris que c'est lui qui venait chier dans mon jardin. Lorsque nous avons reçu ce message sur notre boîte vocale, nous indiquant qu'un client du bar chez Croulou se prenait pour un cobra. Bonjour, c'est le patron du bar chez Croulou. On a un client qui se prend pour un cobra. Nous n'avons pas hésité une seconde à envoyer une caméra afin d'en repartir avec un témoignage émouvant. Tiens, bah là, l'animal. Un cobra donc, qui ne ressemble pas vraiment à l'idée qu'on s'en fait. Eh, faites gaffe, c'est un cobra. Un cobra, certes, qui porte des lunettes, mais qui ne semble pas dangereux avec son gros bidon. Je vous ai dit de faire attention, c'est un cobra cracheur. Les cracheurs de Beaujolais nouveau. Alors, autant dire que ça attaque, ça peut tuer. Cet homme s'appelle Gildebert Mancelotte. Sa profession, fauconnier. Alors qu'on prédisait sa disparition en même temps que la chasse du même nom, aujourd'hui, les maires des grandes villes se l'arrachent. La fauconnerie est une très bonne solution pour endiguer la prolifération des nuisibles qui autrefois vivaient à la campagne, mais qui aujourd'hui envahissent les centres-villes. Sans doute parce que la nourriture est plus facile à se procurer. Les pièges, poisons et autres chasses étant dorénavant interdits, c'est une façon écologique d'effaroucher ces nuisibles dans un respect total de l'environnement. Sitôt la cible repérée, Gildebert n'a plus qu'à jeter sa buse de Harris qui lui répond au doigt et à l'œil. Sitôt lancé, clochards et autres gens du voyage n'ont qu'à bien se tenir. Mais tuer n'est pas sa mission. Pour elle, il s'agit juste d'effaroucher le nuisible pour qu'il passe son chemin. Une fois le contrat rempli, Gildebert n'a plus qu'à savourer son succès et féliciter sa championne. C'est bien Marine, c'est bien.